par nos travaux. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par qu'est-ce qu'un commun. En fait, une des choses dont on s'est aperçu en faisant notre étude, je vais revenir sur l'étude qu'on a faite, et ça nous a un peu surpris, c'est que dans le milieu même des communs numériques de la mobilité, on s'aperçoit qu'en fait, la définition ou la compréhension de ce qu'il y a en commun, c'est pas forcément une évidence. Même pour nous, en fait, nous, on a travaillé 8 mois sur ce rapport et on est monté en compétence assez fortement, parce que c'est pas forcément très clair, pas seulement les enjeux de définition qui peuvent être un peu théoriques, mais ne serait-ce que de se représenter ce que c'est qu'un commun, en fait. Il y a parfois pas mal de confusion. Je vous propose de faire un petit détour là-dessus. Très simplement, la manière dont je l'amène maintenant, ce commun, c'est de considérer ça comme un groupe de personnes, morales ou physiques, qui va avoir un intérêt à créer, à faire exister, à opérer un objet, un outil, une ressource, un espace, qui leur sert à tous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a deux notions qui sont clés, qu'il faut bien garder en tête là-dedans. C'est l'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on a une multiplicité de parties prenantes. Ça, c'est le point clé, premier. D'où l'organisation collective, la gouvernance, qui est quelque chose qu'on entend souvent dans le domaine des communs. Et la deuxième notion clé, c'est que cette coopération, cet intérêt collectif, c'est pas une coopération pour une coopération, c'est pas une coopération dans le vide. C'est autour d'un objet, qu'on a appelé nous dans notre rapport un objet de lien, qui est un objet de travail, c'est-à-dire qu'il y a un objet concret qui existe, ça peut être un espace, un lieu, un outil numérique, etc., qui existe, et c'est autour de ça que les acteurs coopèrent. Alors, en disant ça, je n'ai rien dit de plus que la définition très classique d'un commun, qui vient de la référence académique sur le sujet, qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu l'équivalent du prix Nobel en économie en 2009, qui nous dit qu'en fait, un commun, c'est trois piliers. Donc ça, c'est vraiment la définition, si vous avez un truc à retenir de cette présentation, c'est vraiment ça. Trois piliers. D'abord, la communauté. C'est ce groupe de personnes dont je vous parlais qui se met ensemble avec un intérêt commun autour de quelque chose. Une ressource. Une ressource, c'est l'objet autour duquel la communauté se met à coopérer. Et puis la gouvernance. La gouvernance, c'est toutes les règles qui font l'organisation collective de tout ce groupe autour de cette ressource, pour notamment éviter toute forme d'appropriation de la part de l'une ou l'autre des parties prenantes, éviter le phénomène de passager clandestin qui consisterait à utiliser la ressource en commun sans y contribuer, sans respecter les règles. Donc, quelques exemples pour bien comprendre de quoi il s'agit. En fait, les communs, ça existe depuis très longtemps, et c'est dans notre vie quotidienne, mais on n'y pense pas forcément. Quelques exemples, les coopératives agricoles. Là, on est dans une logique on est dans un groupe de paysans, d'agriculteurs, qui va considérer que le meilleur moyen d'opérer leurs ressources, qui est en l'occurrence une ressource aquatique, par exemple, un lac de poissons, ou un élevage, un terrain, etc. Le meilleur moyen de faire ça, de gérer leurs ressources dans l'intérêt collectif, c'est-à-dire dans l'intérêt de chacun d'entre eux, c'est de le faire ensemble, c'est de s'édicter leurs propres règles. Donc c'est-à-dire que c'est ni public ni privé. Ça existe depuis le XIVe siècle en Angleterre. Alors après, il y a eu un phénomène qui a fait que ça a diminué en termes de prévalence, mais ça existait dès le XIVe siècle. On en a en Italie, on en a en France. Et puis plus récemment, en Amérique du Sud, il y a eu une grosse résurgence de ce phénomène d'inscrire la nature en fait en tant que bien commun dans la loi, la constitution de certains pays en Amérique du Sud. Donc ça, c'est un certain type de groupe de personnes, de communauté. On a aussi des communs chez les entreprises. Ça peut être parfois plus contre-intuitif, mais en fait, ça existe là aussi depuis assez longtemps. Par exemple, les centrales d'achat, dans le milieu des enseignes de grande distribution, qu'est-ce qu'elles font ces enseignes? Elles vont mutualiser leurs coûts, finalement, en achetant ensemble, en gros, à travers leur objet, leur ressource, qui est une centrale d'achat. Donc cet objet, il doit bien être géré de manière collective par ce groupe d'entreprises. Donc on est encore dans un commun. Il y a d'autres exemples de communs d'entreprises, les groupes, le consortium bancaire qui lui permet d'avoir accès aux distributeurs de billets, par exemple, c'est un commun en fait. Ils se sont mis ensemble pour opérer cette ressource qui permet d'obtenir une opportunité business qu'ils n'auraient pas eu sinon. Et puis un autre exemple, qui est dans notre vie quotidienne, c'est un immeuble. Si vous habitez dans un appartement, on a ce qu'on appelle les parties communes. Alors, parfois, ça peut être géré, nettoyé par une personne qui est employée par le syndic, ou un prestataire. Mais par exemple, dans les pays nordiques, il y a une habitude un peu tacite qui consiste à, pour un étage donné, vous allez nettoyer un demi-étage au-dessus et un demi-étage au-dessous. Vous allez à chaque fois
prendre soin de la partie commune autour de votre appartement. Il y a des grands nettoyages de printemps, une fois par an, notamment à Oslo, une ville que je connais bien. Donc ça, c'est quelques exemples de communs qui existent depuis longtemps. Vous allez me dire, nous, on parle de commun numérique de la mobilité aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes types de communs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est intéressé spécifiquement à ça? Pourquoi on est né, en fait, en 2017, à Fabrique? Ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 2000-2010, on a ce qu'on a appelé une deuxième résurgence du commun qui vient de deux grosses tendances, la transition écologique et la transition numérique. Alors, vous trouvez beaucoup plus de détails sur ces tendances-là dans le rapport, hein, donc je vous invite à y aller, mais très rapidement, pourquoi la transition écologique? Ça nous amène assez naturellement à des communs, parce que les problèmes écologiques, c'est des problèmes qui sont transverses, qui viennent nous frapper de manière transverse, c'est pas sectoriel en général, ça vient frapper différentes parties prenantes dans différents secteurs. Donc on est toujours dans des logiques transverses, c'est des challenges complexes, ce qu'on peut appeler systémiques, en plus à échelle mondiale. Donc ça appelle à des dynamiques de coopération avec plusieurs parties prenantes, assez naturellement. Puis un autre enjeu, c'est la question de l'accélération. En fait, on a peu de temps, donc pour faire des innovations sociales, environnementales rapides, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de faire ensemble. Sinon, les innovations en silo, on sait que ça marche moins bien. Ça, c'est la partie écologique. Et la partie numérique, alors là, beaucoup de détails aussi dans le rapport, hein, mais en gros, pour le message qu'il y a à retenir ici, c'est que déjà, il faut comprendre que le numérique est basé de fait sur des logiques ouvertes, même si on peut en être assez peu conscient. Les communs dans le numérique, en fait, sont très très nombreux. Et dans la mobilité, c'est un enjeu clé. Voilà en gros les messages qu'il faut retenir. Donc quand on parle de communs numériques, ici, assez concrètement, on parle soit de bases de données, soit de logiciels, soit de documents qui sont accessibles sur Internet, des documents immatériels. Nous, là, dans les communs qu'on a regardés, c'est surtout soit une base de données, soit un logiciel. Alors, sur quoi on s'est focalisé sur ces communs numériques de la mobilité? Parce que les communs, on pourrait en parler des heures. Hein. Déjà comprendre ce que c'est, ensuite trouver des exemples, etc. C'est assez vaste. Nous, notre objectif, c'était vraiment la structuration de ces communs numériques de la mobilité. Alors l'étude qu'on a faite sur les 8 derniers mois, elle a été financée par, comme je vous disais tout à l'heure, par le ministère des Transports et par Nadel. Et ce qu'on a fait, c'est des entretiens avec 16 communs existants numériques de la mobilité. Il y a quelques petits encarts côté alimentaire pour comparer un peu, mais globalement, c'est vraiment commun numérique de la mobilité. Et puis on est allé tester, voir à quel point ça marche, une première grille de structuration avec 7 communs qui ont travaillé un peu plus près avec nous, pour voir si vraiment ce qu'on pouvait donner comme guide, ça leur était utile ou pas. Donc ce que vous voyez là, ce que vous allez voir en termes de structuration, ça a été pré-testé, on va dire, par au moins 7 communs. Alors, pour rester spécifique à la mobilité, parce que c'est notre secteur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux enjeux clés qui sont vraiment spécifiques à ce secteur, qui ne sont pas forcément dans d'autres secteurs, même si on peut se retrouver quand même. Le premier enjeu qui est très spécifique, c'est le rôle de l'acteur public. C'est pour ça qu'on a dédié une table ronde à ce sujet tout à l'heure. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le secteur, les mobilités en France, elles sont gouvernées de façon publique, globalement. Il y a beaucoup de coopération publique-privée dans les territoires, mais c'est ce qu'on appelle les autorités organisatrices de transport, enfin les autorités organisatrices de mobilité, qui sont en charge de l'administration des mobilités sur un territoire. On a aussi évidemment l'État qui est là, législateur, mais aussi stratège par certains aspects, qui va participer à la régulation des mobilités. Donc ça c'est assez spécifique parce que l'acteur public est très présent en fait dans ce secteur. Et là on a un enjeu, c'est ça que j'ai mis l'anneau de pouvoir, c'est une référence qu'on fait souvent pour expliquer ce phénomène-là, l'anneau de pouvoir du Seigneur des Anneaux. C'est en fait l'idée de se dire qu'on est sur des logiques de plateforme. L'idée c'est de se dire que la gouvernance des mobilités, c'est un enjeu de contrôle et de pouvoir. Donc, il y a un enjeu ici, notamment pour l'acteur public, mais aussi pour les acteurs privés concernés, surtout pour l'acteur public, à se dire comment je passe de contrôlant, organisateur, à contributeur, à des communs de territoire. Je ne sais pas forcément comment contribuer, est-ce que je finance, mais alors ça veut dire quoi si je finance? Est-ce que je peux financer des acteurs privés par exemple? Moi je suis acteur public, j'aime pas trop financer des acteurs privés. Ça veut dire quoi? Si je finance une association, c'est aussi s'il peut y avoir des conflits d'intérêts, etc.
Est-ce que je suis garant de l'intérêt général dans ces communs? Est-ce que j'héberge ces communs? Auquel cas, ça rentre dans le giron de l'État, par exemple? Ou est-ce que je suis contributeur, etc. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, qui est structurant dans la mobilité actuellement, c'est l'enjeu de digitalisation. En fait, ce à quoi on assiste, c'est vraiment l'essor des infrastructures numériques qui deviennent critiques. Donc ça, c'est le cas dans tout le numérique, mais on commence à s'en apercevoir dans la mobilité. Le petit bandeau en anglais, là, ça vient de Nicolas Collin, qui est un peu un expert des logiques de plateforme, logique de multitude, qui explique dans un document que finalement les nouvelles infrastructures de la mobilité, c'est plus les routes, c'est plus les carburants, mais c'est vraiment les infrastructures numériques, c'est-à-dire les bases de données. Donc ça peut être des données, la collecte de données, ça peut être le traitement de données, et du coup la gouvernance par la donnée. Ça, c'est un enjeu qui est hyper clé en ce moment dans la mobilité. Ça peut être la collecte de données dans les voitures, ce qui est un autre enjeu assez un débat qui est lié actuellement. Ça peut être quel logiciel on utilise, etc. Donc ça, c'est deux enjeux clés. Une fois qu'on a dit ça, on a repéré, nous, parmi nos 16 communs observés, 3 types de communs numériques de la mobilité. Donc, le premier type, vous allez voir que c'est les deux enjeux dont je vous ai parlé, là, ça va se recroiser avec ça. Le premier type, c'est ce qu'on a appelé un commun de projet. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est un outil ou un service numérique, assez classique, un bout de code, en fait, qui est porté par un porteur de projet. Et ce porteur de projet, ou un petit groupe de porteurs de projet, il se trouve qu'il a un intérêt pour l'ouverture. Il a un intérêt pour rendre son logiciel en général open source. Tous ces logiciels, comme projet, ils sont tous open source. Et il a un intérêt aussi pour la gouvernance partagée, donc pour le partage du pouvoir, le partage de la valeur, faire en sorte qu'il y ait plusieurs parties prenantes au sein de l'organisation, de son commun de sous-commun. On part bien ici de la ressource, du bout de code. Pour vous donner des exemples, Affluence TC, c'est un outil qui consiste à modéliser l'affluence en fait, sur un territoire. Donc ça a été créé au sein de la collectivité de Grenoble, le département qui s'occupe des mobilités et la DSI. Et en fait, eux, ils ont leur outil. Ils veulent déjà passer en open source, ce qui est déjà pas simple. Mais en plus de ça, ce qu'ils voudraient, c'est en faire un commun, parce qu'ils ne voudraient pas que ça reste uniquement un petit outil qu'eux utilisent, ils voudraient que ce soit utilisé à plus large échelle par différentes collectivités. Et ils voudraient aussi que ça soit pérenne et que ça s'auto-soutienne. Ils n'ont pas envie de financer, eux, cet outil tout seuls. Ils ne peuvent pas d'ailleurs. Donc là, ils essayent de mobiliser un ensemble de collectivités autour de cet outil pour que ça fonctionne. Ils essaient de mobiliser d'autres experts, d'autres acteurs. Il y a toujours différents acteurs dans un commun. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, il y a un A qui a sauté au tout début, A Equilibrae. C'est un modèle de transport, c'est-à-dire il se base sur différentes sources de données. Et ils vont aller modéliser les flux de transport. Donc c'est quelque chose qui est utilisé très classiquement par les autorités organisatrices de la mobilité et puis par les prestataires privés qui organisent donc, les systèmes de bus, etc. Donc assez classique, sauf que d'habitude c'est payant, assez cher. Donc certaines petites collectivités ont plus de mal à y accéder. Donc, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un logiciel open source gratuit. Et là, même enjeu, ça a été créé au sein d'un bureau d'études. Le bureau d'études, pour l'instant, sponsorise la personne qui a développé ça, mais ça ne va pas être éternel. Donc ce commun, il n'a pas vocation à être porté en tant que start-up, il a vocation à être autoporté par un ensemble d'acteurs qui va s'en saisir. Donc quels acteurs c'est toute la question, c'est pour ça que ça constitue un commun, c'est pour ça qu'ils veulent se monter en commun. Ok. Donc ici, quand je vous parlais des rôles de l'acteur public, on est toujours à gauche, les enjeux de l'acteur public dans les communs de projet, c'est un peu spécifique par rapport aux deux autres, c'est vraiment, on est moins sur des questions de gouvernance que sur des questions de soutien financier un peu plus classique, c'est-à-dire qu'en gros, les communs, c'est des objets qui sont peu reconnus et peu compris dans les systèmes de financement public. Donc ça a du mal à rentrer dans les cases en fait. Pareil pour les systèmes de financement privé, par exemple, si vous achetez des logiciels, en général, dans les systèmes d'achat, ça va être surtout de l'abonnement ou alors l'achat de logiciels direct. On ne comprend pas très bien l'achat de prestations de maintenance, par exemple, d'un logiciel open source. Donc ce n'est pas des choses qui sont pas très bien comprises. Chez le public, comme chez le privé, il y a des vraies questions de soutien de l'open source et des communs plus généralement par les acteurs publics et l'acteur privé. Alors si je reviens au deuxième type de commun numérique, on est sur ce qu'on a appelé nous les communs de filiales. Donc là, on ne part pas de la ressource, il n'y a pas quelqu'un qui a développé un bout de code, on part d'une filiale, c'est-à-dire qu'on part d'un ensemble d'acteurs,
un secteur, une filière, qui a un besoin commun, un peu comme les centrales d'achat dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou nos systèmes bancaires. Un peu le même point de départ. L'exemple type, on va en parler tout à l'heure en table ronde avec Olivier, c'est ce qu'on appelle les data space. Donc, les data space, il nous l'expliquera mieux tout à l'heure, mais c'est la prochaine étape après l'open data en gros. Donc c'est la prochaine grosse réglementation européenne qui va sortir bientôt. Et ça consiste à organiser les espaces de partage de données entre acteurs d'une industrie. C'est principalement privé. Et ça consiste à réglementer le partage de ces données selon des règles de gouvernance. Donc on est bien sur un commun, ça correspond exactement à la définition d'une donnée, une communauté filiale, une communauté d'acteurs filiales. Donc en général, les data space, c'est par secteur, donc tourisme, mobilité, etc. Et on a une gouvernance par-dessus pour s'assurer que les règles sont bien maintenues dans l'intérêt collectif de chacun des acteurs de l'industrie. Il ne faudrait pas qu'il y ait un gros, par exemple, un gros acteur qui fasse payer cher les données, par exemple, et qu'un petit acteur ne puisse pas y accéder. Donc il y a des règles à mettre là-dessus. Donc là, on est bien sur un ensemble d'acteurs de filiales qui s'organisent autour d'un commun qui leur est utile à tous. Un autre exemple, c'est un projet qui a été lancé par l'ADEME, qui s'appelle l'Extrême Défi. Alors là, on est sur un exemple qui est extrême, n'est-ce pas, puisqu'en fait, il s'agit de créer une filière. Donc là, ce que l'équipe a fait, avec Justina qui est présente notamment, c'est qu'ils ont réuni les acteurs d'une filière qui n'existe pas vraiment encore, de façon à mutualiser le maximum qu'on peut utiliser, les designs, un certain nombre de ressources en fait, qui peuvent être utilisées en commun. L'idée étant d'aller très vite dans la constitution de cette filière. L'enjeu c'est environnemental derrière, c'est de se dire que si on veut construire des véhicules intermédiaires, ça va être moins polluant, une empreinte carbone moindre, une empreinte territoriale moindre, etc. Donc un enjeu de carbone. Et l'idée c'est bien de mutualiser pour aller plus vite. Donc il y a bien le fait de réunir un ensemble d'acteurs de la filière, donc ceux qui font les roues, les sièges, les tissus de sièges, etc., pour aller créer une filière. Ici, ce qui se pose, c'est si on est dans la structuration d'une filière, ça va être de la stratégie industrielle. Donc là, on se demande où est l'État, par exemple. Alors là, c'est créé par l'ADEME. Est-ce que l'ADEME, c'est l'État? C'est pas tout à fait l'État. Est-ce qu'il y a un rôle quelque part dans la gouvernance de ces communs-là? On a déjà défini exactement les ressources concernées. Mais du coup, l'État, s'il doit être représenté, où est-ce qu'il se met à l'intérieur de ça? Si on doit représenter un certain nombre de collectivités territoriales, où est-ce qu'elles se mettent? Est-ce qu'il y a de l'orientation d'intérêt général à mettre? D'ailleurs, où est-ce que l'ADEME se situe dans cette gouvernance? Pour l'instant, il y a une société qui s'est montée, c'est très jeune, le projet. Est-ce que dans cette association, il y a des représentants d'orientation publique qui garant l'intérêt général? Donc c'est ce type de questions qui se posent. Et puis, la grosse question que je vous ai mentionnée tout à l'heure, les communs d'infrastructures, c'est-à-dire les infrastructures numériques que je vous ai mentionnées. Donc là, on est sur des enjeux qui sont assez différents parce qu'on est vraiment sur des infrastructures qui sont clés pour un ensemble d'acteurs de la mobilité. On est vraiment sur des dimensions importantes du secteur. Donc un exemple, ça va être OpenStreetMap. C'est vraiment un peu le mastodonte des communs qu'on connaît. OpenStreetMap, c'est la cartographie. Ça vient irriguer énormément d'acteurs, pas seulement dans la mobilité d'ailleurs. Donc ça devient une infrastructure vraiment critique. C'est-à-dire que si OpenStreetMap perd en qualité, il n'y a pas de qualité suffisante, il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ça. La question se pose actuellement, étant donné qu'ils sont dans une phase de maturité assez avancée, justement du rôle de l'acteur public ici, puisqu'il y a une notion presque régalienne, une notion de souveraineté dans une cartographie, un outil de cartographie qui est tellement utilisé comme OpenStreetMap, il y a un enjeu qui devient carrément d'intérêt public en fait. C'est ça les infrastructures numériques. Donc OpenStreetMap, c'est un peu le cas typique. QGIS, c'est les systèmes d'information géographique, c'est aussi un gros commun qui est utilisé par beaucoup de monde, qui est open source, qui a une gouvernance du commun, etc. Il y a des questions qui se posent au rôle de l'orientation publique là-dedans, qui commencent à devenir prégnantes. Le PAN, je vais vous donner un autre exemple d'infrastructure numérique, le point d'accès national, c'est-à-dire la base de données de toutes les données de transport en open data. Ça, le choix a été fait de ne pas en faire un commun, puisque le PAN est hébergé au sein du ministère des Transports. Donc là, on a carrément considéré que cette infrastructure-là, elle est régalienne, et elle reste au sein de l'État. En revanche, pour le registre de trafic du covoiturage, qui est un peu entre le commun filière et le commun d'infrastructure, parce que c'est un peu un sous-secteur de la mobilité,
Le registre des problèmes de covoiturage, il a vocation, a priori, à date, de partir du giron de l'État. Pour l'instant, il est l'équipe qui s'en occupe est salariée du ministère. Mais à terme, le ministère ne veut a priori pas payer pour ça. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir atterrir sous forme d'un commun avec un ensemble de parties prenantes qui vont être intéressés par ce sujet. Donc c'est des acteurs technologiques, des acteurs du covoiturage, etc. Donc les enjeux là-dessus, ils sont vraiment importants parce qu'on est sur des dimensions régaliennes, sur des liens parfois à des niveaux plus larges que nous. Ça dépasse le pays, ça va sur le continent européen, ça va du coup sur les enjeux de réglementation européenne. Et on est aussi sur un enjeu de contrôle des mobilités qui est assez fort, comme je le disais, ça vient impacter directement la gouvernance des mobilités. Alors une fois que j'ai dit ça, là, je vous ai parlé vraiment de ce qu'on a observé, c'est-à-dire des communs numériques de la mobilité, à quoi ça ressemble, quels sont les enjeux clés qui se posent dans le quotidien des communs numériques de la mobilité. Nous, notre focus dans ce rapport, ça a été comment on structure ce type de commun. Donc, si vous voulez comprendre un commun avec lequel vous travaillez, ou si vous voulez en structurer un, c'est à ce stade que c'est placé. Et un des livrables principaux de notre rapport, c'est cette grille d'évaluation d'un commun. Vous la trouverez notamment sur la page wiki du rapport, avec le lien qui vous a été envoyé dans la main. Donc ici, on a 4 sections qui regroupent vraiment nos résultats clés. En fait, on a voulu le plus simple et le plus pragmatique possible autour de à quoi ça ressemble un commun de façon très pragmatique et comment on peut évaluer un peu l'état d'avancement d'un commun quand on est intéressé par ça. Donc les 3 premières sections, c'est les 3 piliers, la ressource, la communauté, la gouvernance. Et puis la section vision, c'est une considération un peu plus globale sur l'état des lieux de ce commun. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans l'ensemble des questions qui sont ici ou l'ensemble des observations qu'on a pu faire. Donc tout ça, c'est dans le rapport, donc je vous invite à y aller. Ce que je voulais voir avec vous, dans le temps qui me reste, c'est quelques observations générales sur ce qu'on a pu tirer, nous, des communs qu'on a rencontrés. Ce qui me paraît intéressant, c'est en fait, une des réponses à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a du mal à se représenter les communs, numériques ou pas, pourquoi est-ce qu'on a du mal à les définir. Il y a une question autour de la compréhension collective, la compréhension de ce que c'est que l'organisation collective ou l'action collective. En fait, c'est quelque chose qui nous est peu enseigné, c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir, voire qui fait peur. Par exemple, quand on parle de communauté, il existe beaucoup d'outils, en fait. Pareil pour la gouvernance, il y a beaucoup d'outils qui existent dans différents espaces, communs ou pas. On se rend compte, dans les communs qu'on a rencontrés, que ce n'est pas forcément un réflexe de penser, par exemple, à cartographier ces parties prenantes. On va avoir du mal à distinguer ce que c'est une communauté, donc la communauté de vos acteurs vraiment qui contribuent directement à vos communs, donc les contributeurs actifs, versus votre écosystème de parties prenantes qui est un peu plus lointain, qui va être des soutiens, mais sur lesquels vous n'allez pas forcément pouvoir compter pour vraiment opérer votre commun. Donc cette question de cartographie de rôle, c'est pas quelque chose qui est immédiat. Et parfois même, on a entendu, par exemple, un gros acteur qui disait moi, je fais partie d'un commun, on est 6 ou 7, donc c'est pas énorme, mais en fait, rien que ça, c'est déjà assez galère de faire une gouvernance collective. Et c'est vrai, c'est pas évident de faire une gouvernance collective. On est sur un pari qui est. Alors, le développement ne prend pas forcément tant de temps que ça, mais on est sur un pari de pérennité sur le moyen long terme. Si vous mettez d'accord un ensemble de parties prenantes, ça va durer plus longtemps. Mais par contre, ce processus-là, il est mal connu. Ça fait peur, en général. Pourtant, il y a des systèmes d'automatisation, des systèmes de gestion par consentement et non pas par consensus. Il y a un ensemble de comités, d'instances qui peut être mis en place, et des gouvernances qui fonctionnent très bien. Sur des gros communs numériques, par exemple, dans les standards, qui est un sujet qu'on a beaucoup étudié, les standards de la mobilité. Si vous connaissez un gros standard vraiment utilisé un peu partout, qui s'appelle le GDFS, standard de transport, de données de transport, c'est animé en fait par une association qui a une gouvernance qui marche très bien, qui prend les intérêts des uns et des autres avec des processus il y a la partie un peu technique qui est semi-automatisée via GitHub, etc. Relativement classique pour ceux qui connaissent. Et puis il y a la partie vraiment de gestion des intérêts, de médiation des conflits parfois, qui a été rodée en fait au fil des ans et qui marche bien. Il y a plusieurs exemples comme ça qu'on ne connaît pas forcément. Donc,
en fait, dans la partie, dans cette section gouvernance, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup d'exploration à faire. Il y a des enjeux qui se posent, qui peuvent être spécifiques à la France. Par exemple, on nous a remonté que du côté des statuts juridiques, de l'organisation qui va opérer votre commun, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'opère, ce commun. Donc, il y a un moment, on va faire créer des statuts. Pourquoi est-ce qu'on fait une association plutôt qu'une coopérative, par exemple? Parce que les coopératives, actuellement en France, c'est assez compliqué de lever des fonds, c'est un objet qui est mal compris, donc on va plutôt se diriger vers des statuts alternatifs. Donc ça, c'est une question de réglementation, c'est pas le cas dans d'autres pays forcément. Donc, il faut un peu jouer avec ces différents enjeux pour se créer une gouvernance un peu sur mesure. Alors côté ressources, ce qu'on a pu observer, donc côté ressources techniques, donc le logiciel, la base de données, ce qu'on peut observer, c'est que tout ce qui est lié à la qualité technique, c'est relativement bien compris. Alors tout le monde n'est pas développeur, hein, mais en tout cas on comprend bien la notion d'aide technique, par exemple, on arrive à peu près à appréhender si la ressource est de qualité ou pas. Par contre, ce qui reste là où il reste un peu de l'acculturation peut-être à faire, ou de compréhension, c'est sur la culture de l'open source, où là on a encore parfois des incompréhensions sur la contributivité, les contributions qui sont attendues dans une logique open source, qui ne sont pas forcément comprises par tous à ce stade. Donc on a encore un peu de travail à faire. Donc là, j'ai parlé des 3 premières sections, donc les 3 piliers principaux du commun. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a été remonté comme ce qui était utile pour structurer un commun. On a aussi une section sur la situation de son commun, un peu la vision globale de ce commun, avec une première question qui est très fondamentale, qui est de savoir pourquoi on fait un commun. Et pourquoi c'est pas une start-up privée, et pourquoi c'est pas un service public. Pourquoi on le fait pas sous forme de service public. Pourquoi c'est vraiment un commun. Souvent, on ne sait pas répondre à cette question. Du coup, là, la structuration de son commun, ça va devenir plus compliqué. L'important aussi, ce qui nous apparaît comme important dans cette grille, c'est de situer avec qui on coopère. Quand on parle d'intérêt collectif, c'est l'intérêt collectif de qui? Ça, c'est les 3 types de communs dont je vous ai parlé. Est-ce qu'on est sur un projet qui s'ouvre, qui doit trouver sa communauté? Est-ce qu'on est sur une filière? Ou est-ce qu'on est sur une infrastructure critique, numérique? Et donc, à chaque fois, il n'y a pas du tout les mêmes enjeux. Ça, c'est important de repérer où est-ce qu'on se situe là-dedans. Ensuite, ce qui vient après avec cet aspect-là, c'est les rôles. Alors, je ne m'étends pas là-dessus parce que tout est dans le rapport aussi, mais on a identifié beaucoup de rôles qui sont structurants au sein d'un commun, à la fois dans la mobilité et puis ailleurs. Et ça, la logique de rôle, c'est pas forcément évident de se dire, finalement, pour tel besoin, il peut y avoir un rôle, tout le monde n'est pas impliqué au même niveau dans un commun. Ça peut être parfois pas évident à comprendre. C'est une forme d'esprit à cultiver, de quoi a-t-on besoin et qui peut remplir ce besoin au mieux. Et puis enfin, une question autour de la situation dans le temps. Ça paraît assez basique, hein, mais est-ce qu'on est un commun en phase de configuration, en bas à gauche, ou est-ce qu'on est vraiment au début de son projet, est-ce qu'on est en phase d'émergence? On a quand même pas mal d'enjeux, notamment de modèle économique qui se posent à ce moment-là. Ou est-ce qu'on est en phase de maturité, où on a des enjeux de qualité de la ressource qui vont se poser. Donc ça nous a été remonté comme assez utile aussi comme manière de voir les choses pour structurer son commun. Et puis voir aussi comment on se projette dans l'avenir, en fait, comment on voit l'évolution de son commun à l'avenir. Donc tout ça, ça forme cette grille d'évaluation d'un commun qui est du coup un peu le cœur de ce qu'on a pu faire dans ce rapport. Et du coup, en conclusion, moi je vous renvoie au rapport pour lire plus d'infos là-dessus. Mais nous, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on est, comme je vous disais, on a fortement monté en compétences, nous aussi, sur ces sujets-là, parce que c'est pas simple. Donc ça fait beaucoup de présentations que je fais sur ces sujets-là, et la compréhension change à chaque fois. Enfin, c'est pas des sujets simples, et pour autant, c'est vraiment ça qui nous occupe aujourd'hui, et c'est vraiment ça qui va devenir prégnant demain. Donc c'est vraiment des choses clés, ne serait-ce que l'organisation collective, même au sein de quelque chose qui n'est pas en commun, de toute façon, c'est un enjeu clé pour demain. Donc c'est essentiel de se pencher là-dessus. Alors, du coup, je vais m'arrêter là, et je vais proposer à Héloïse de se joindre.